À suivre 100 questions sur les États-Unis de Donald Trump. Laurence Nardon est l'invitée du Grand Angle. Bonjour Laurence Nardon. Bonjour. Alors vous dirigez le programme Amérique du Nord de l'IFRI, qui est l'Institut français des relations internationales. Vous avez étudié, je crois, et enseigné plusieurs années à Washington. Pas enseigné, mais... Vous avez vécu là-bas, en tout cas. Oui, absolument. Voilà. Plusieurs années. Vous publiez donc un nouveau livre sur les États-Unis de Trump en 100 questions. C'est aux éditions Taillandier. Alors, comme vous le dites dans l'introduction de votre livre, Donald Trump, c'est un mélange d'idéologie et de psychologie. C'est-à-dire que c'est un personnage qui présente une psychologie tout à fait hors norme et qui explique l'imprévisibilité de sa manière de gouverner en grande partie. Ouais. Ensuite, sur le plan idéologique, c'est un homme qui est plutôt, on dirait en France, en Europe, d'extrême droite. Et donc, c'est cette espèce de cocktail explosif auquel nous avons affaire. Il faut me précéder de quelques secondes parce qu'on ne pourra pas évidemment aborder les 100 questions auxquelles vous répondez dans ce livre, mais justement sur son idéologie politique, vous le dites aussi, Donald Trump est parfois accusé de vouloir instaurer un régime autoritaire, voire fasciste aux États-Unis. C'est une réalité ou c'est un délire total? Non, fasciste, c'est certainement, à mon sens, trop fort. Autoritaire... Il a des velléités, c'est-à-dire qu'il critique la presse, il aime les hommes autoritaires dans le monde. On voit ce qu'il dit de Poutine ou d'Erdogan est vraiment très, très inhabituel pour un président américain. Maintenant, aux États-Unis, il y a quand même une constitution qui est extrêmement importante et des contre-pouvoirs extrêmement solides. Donc je ne pense pas que les velléités autoritaires de Donald Trump puissent entraîner le pays très loin. Alors justement, vous parlez des contre-pouvoirs parce que vous l'abordez aussi, cette question dans votre livre. Est-ce que les contre-pouvoirs traditionnels comme le Congrès ou la Cour suprême, dont on vient de parler, qui vient d'élire en fait un 9e juge très conservateur, est-ce que ces contre-pouvoirs traditionnels font toujours leur boulot et sont toujours efficaces aux États-Unis? Alors, en ce qui concerne la Cour suprême, on voit avec l'élection, la nomination du dernier juge conservateur dont vous parliez, Brett Kavanaugh, elle vient de basculer vraiment dans le camp conservateur et ça, c'est très préoccupant puisque ça va aller dans le même sens que celui que Donald Trump défend. Mais pas jusqu'à justifier un régime autoritaire. Non, certainement pas. En revanche, le Congrès, il y a des élections au mois de novembre. Aujourd'hui, les deux chambres sont du côté républicain, pareil que Donald Trump. Si la Chambre des représentants, qui est l'équivalent de notre Chambre des députés, bascule du côté démocrate, ce qui est possible, là, il y aura un contre-pouvoir extrêmement puissant du côté du Congrès. Il y a d'autres contre-pouvoirs très puissants, la presse, la société civile, qui sont, pour certains, très actif contre Trump aujourd'hui. Pour revenir à son élection de novembre 2016, elle a surpris beaucoup de monde, mais est-ce qu'avec le recul, on ne peut pas dire qu'elle était prévisible aux États-Unis? Alors... D'une certaine manière, Trump, il est donc ce personnage hors norme qu'on connaît, mais son élection n'est pas du tout un hasard. En fait, je pense qu'elle a été préparée par une évolution politique, sociale, démographique, etc., depuis peut-être au moins les années 80. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de mécontentement social qui montait, et donc et auquel répond son élection, parce que finalement, les électeurs mécontents l'ont élu. Oui, il a été élu en fait en très grande majorité par des Blancs. Et vous le dites, qui se vivent aujourd'hui aux États-Unis comme une minorité. C'est quelque chose de très nouveau. Ils vont être une minorité de toute manière. Le bureau du recensement aux États-Unis a le droit de faire des statistiques ethniques. Parce que nous, en France, on n'a pas le droit. Et du coup, le bureau du recensement américain mesure parfaitement l'évolution démographique du pays et annonce que dans les années 2040, il y aura 50% de non-blancs. Oui, de toutes les minorités additionnées seront plus de 50%, voilà. Et les blancs qu'ils appellent caucasiens seront moins de 50%. Bon, voilà, c'est une évolution, mais elle inquiète une certaine partie de cette population blanche, pas tous, mais Trump a su attiser cette angoisse, évidemment, cette angoisse identitaire. Parce que traditionnellement, jusqu'ici, c'était plutôt la gauche, le Parti démocrate qui en fait, comment dirais-je, soutenait les minorités. Alors, oui, là, il y a un changement de paradigme politique. C'est-à-dire que depuis longtemps, le Parti démocrate défend toutes les minorités, une par une, ethniques, les Afro-Américains, les Latinos, mais aussi sexuels, les femmes, les LGBT. Et le Parti républicain ne s'occupait pas trop de ça, il avait une vision plutôt universaliste des choses. Ce que fait Trump, c'est que lui aussi aujourd'hui
a une vision identitaire de la société, sauf que lui, au lieu de parler des Afro-Américains ou des Latinos, il met les Blancs comme première catégorie victime. Et ça marche auprès d'une partie de la population. Alors, parlons, il y a 100 questions, donc vous abordez à peu près toutes les thématiques, mais parlons de la religion. Elle joue un très grand rôle aux États-Unis, elle joue un très grand rôle aussi dans l'élection de Donald Trump, pour l'électorat de Donald Trump. On va revoir cette image qu'on a diffusée tout à l'heure. Donc, c'est Trump qui reçoit au bureau ovale, on la voit là, ce pasteur Brunson qui vient d'être libéré par la Turquie. Et puis, il va se mettre à genoux, le pasteur, là, il est à genoux à côté du président, il lui tient l'épaule et il prie pour le président. C'est une image en France, c'est impensable en France. Mais là, ça doit quelque part flatter l'électorat évangélique qui soutient Trump. Absolument. Et là, c'est excellente question, parce que ça me permet de dire qu'en fait, Trump, il a deux électorats. Il a ces fameux populistes dont on a parlé avant, qui sont inquiets pour leur identité, et ils sont aussi inquiets de leur déclassement social, les populistes, donc les petits blancs. Ouais. Mais il a un deuxième bloc d'électeurs très fidèles, ce sont les blancs évangéliques. Donc ce sont des protestants qui sont très conservateurs. C'est ceux qui sont, par exemple, créationnistes, qui pensent que le monde a été créé comme dans la Bible, et pas du tout... Qui ne croient pas aux théories de l'évolution. Exactement, ce sont ceux-là. Et quand il fait quand il accueille ce monsieur à la Maison Blanche et que la prière a lieu, c'est à cet électorat-là qu'il cherche à plaire. Alors, parlons du domaine économique, parce que c'est aussi ça qui fait l'actualité tous les jours. Donald Trump est très actif, notamment avec la Chine. On peut parler de guerre commerciale avec la Chine, mais aussi parfois avec les États-Unis. En tout cas, il y a des menaces avec l'Europe. Est-ce que cette politique d'affrontement, de rapport de force, de bras de fer qu'il a engagé est efficace pour l'économie américaine? Il faut quand même reconnaître que l'économie américaine, aujourd'hui, va très très bien. Il y a des risques de surchauffe, mais bon, on va voir. Et cette stratégie de négociation très dure qu'il emploie, il l'a hérité de son passé d'agent immobilier à New York, où les méthodes ne sont pas forcément très diplomatiques. En tout cas, elle vient de fonctionner pour l'ALENA, c'est-à-dire le traité de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, Amérique du Nord. Ouais. Il a été vraiment très très dur avec les uns et les autres, au nord et au sud des États-Unis, et il vient d'obtenir une renégociation de ce traité plus favorable aux États-Unis. En tout cas, c'est ce qu'il dit, on va voir. Mais est-ce que ça ramène des emplois aux États-Unis? Parce que c'est ça son argument. Et c'est là que c'est extraordinaire. Parce qu'en fait, effectivement, il a fait campagne pour en finir avec le libre-échange, parce que ça fait perdre des emplois aux Américains, puisque avec le libre-échange, les usines ferment et elles vont en Chine, elles vont au Mexique, etc. Et les Américains se retrouvent, pour certains d'entre eux, au chômage. Ce qu'on voit avec ce traité, c'est que sans doute, enfin ce traité renégocié, c'est que certains emplois pourraient revenir aux États-Unis. Donc, donc ça marche. Ouais. Ça marche pour cet électorat, bien entendu. Ça marche. C'est-à-dire qu'effectivement, vous l'avez dit, il y a une croissance assez forte. Il y a un chômage qui est très très bas, 4%, quelque chose comme ça. Mais par contre, les inégalités continuent à se creuser et au profit de ce qu'on appelle le 1% des plus riches. Oui, alors c'est toute l'ambiguïté de cette politique de Trump, c'est que d'une certaine manière, il réussit à prendre des mesures qui vont bénéficier à la classe moyenne, donc ça c'est son électorat et à la limite tant mieux pour eux. Et en même temps, il sert aussi ces fameux 1% très riches. On voit cette ambiguïté parfaitement dans sa réforme fiscale de décembre 2017, où il y en a un peu pour les uns, un peu pour les autres. Qui profite surtout pour grandes entreprises, puisque le taux d'imposition sur les entreprises a diminué. Alors, ça, c'est toute la rhétorique de Trump, c'est je favorise les entreprises parce qu'elles vont créer de l'emploi pour cette fameuse classe moyenne. C'est ce qu'on entend aussi un petit peu de ce côté-ci de l'Atlantique. Oui, on a les mêmes choses chez nous. Alors, est-ce que le dollar, parce que vous parlez aussi du dollar, est-ce qu'il va continuer à faire la loi? J'ai lu que dans votre livre, vous citez ce chiffre, que 88% des transactions financières ont été effectuées en dollars dans le monde en 2016. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va continuer? C'est toute l'ambiguïté de ce dollar, là aussi, qui est une monnaie qui est psychologiquement extrêmement forte dans le monde. Donc, c'est la monnaie de recours. On a confiance dans cette monnaie. On y place nos économies. Et en même temps, il y a un déficit budgétaire du pays abyssal. Et donc, on se demande jusqu'à quand ça va durer. Dans les années 20, la livre avait cédé la place au dollar. Est-ce que dans les années qui viennent, l'euro va prendre la place du dollar? On va voir. On va voir.
Alors, la politique étrangère de Trump, là aussi, on a l'impression que c'est un petit peu comme dans le domaine économique. C'est une main de fer dans un gant de velours. On l'a vu notamment avec le Nord-Coréen Kim Jong-un. La grande, je dirais, la grande caractéristique de la politique étrangère de Trump, c'est la fin du multilatéralisme. C'est-à-dire, là aussi, c'est comme en économie, c'est l'Amérique d'abord. Oui, alors là aussi, on voit un Trump qui se croit dans le New York des années 80, ultra violent et pas du tout sympathique. Il considère le monde, et ça il l'a dit à plusieurs reprises, comme un lieu de compétition. Il n'y a pas de coopération, il n'y a pas de gagnant-gagnant dans le monde. Pour lui, c'est chacun pour soi et les rapports ne sont que agressifs. Et c'est comme ça qu'il voit les choses et donc il négocie de manière extrêmement difficile avec les autres pays dans le monde. C'est ce qu'on voit jusqu'à présent. Il ne veut pas faire d'alliance, que ce n'est pas dans l'intérêt de l'Amérique selon lui. Il ne reconnaît pas le droit international, il ne reconnaît pas les institutions internationales. Et donc c'est la fin du multilatéralisme, en tout cas tant qu'il est président. On va voir ce qui se passera après. Peut-être qu'on pourra revenir à un équilibre. Est-ce qu'on peut envisager, vous posez la question, d'une réélection de Donald Trump en 2020 ? Ah oui, on en parle beaucoup. D'une part, parce que ces deux électorats dont je parlais, les populistes et les évangéliques, lui restent fidèles, et que de l'autre côté, côté démocrate, personne n'émerge parce que le côté démocrate aujourd'hui est dans une sorte d'impasse idéologique entre une gauche assez radicale qui avait été portée par Bernie Sanders et un courant un peu centriste, modéré qui avait été porté par Hillary Clinton. Et le tout sous cet habillage de politique multiculturelle qui est un peu vaine puisqu'elle ne dessine pas un projet pour le pays. Pour l'instant, c'est plutôt l'aile gauche qui est le vent en poupe du Parti démocrate. Ils ont eu pas mal de candidats dont on va voir les résultats en novembre. Alors, encore un mot sur on vient de parler du Parti démocrate, on peut aussi parler du Parti républicain. Trump, on peut le dire, il secoue la droite classique américaine. Le Parti républicain est très divisé. Il pourrait perdre, vous l'avez dit, des plumes aux élections de novembre. Mais à long terme, qu'est-ce qui va rester de la droite ? Est-ce que le passage de Trump va bénéficier à ce qu'on appelle la droite alternative, c'est-à-dire la droite dure ? Oui, il y a une droitisation du Parti républicain qui est en route, mais depuis bien plus longtemps que Trump. C'est d'ailleurs parce qu'elle s'est droitisée que Trump a été élu. En fait, aux États-Unis aujourd'hui, les centristes, qu'ils soient côté démocrate ou côté républicain, n'ont plus de parti. Et le problème du pays, c'est que c'est un pays bipartisan, avec un système bipartisan, 2 grands partis seulement, où l'émergence d'un troisième parti est très difficile pour des raisons constitutionnelles, institutionnelles. Et donc, il y a beaucoup d'électeurs qui n'ont pas de parti vers lequel se tourner aujourd'hui. Merci Laurence Nardon. On n'aura pas pu répondre à toutes les questions. En tout cas, tout est dans le livre. Donc, les États-Unis de Trump en 100 questions chez Taillandier. Merci beaucoup d'être venu en parler dans le 64 minutes. Merci.